Manon Aubry, c'est un bon 1er mai à vos yeux? Oui, c'était un 1er mai qui était d'abord un 1er mai revendicatif, festif, joyeux. Il y avait de la détermination parce que je comprends que vous vouliez parler des 29 interpellations, mais il y avait d'abord des dizaines de milliers de personnes qui étaient dans les rues et qui étaient dans les rues contre la casse sociale qui est imposée par ce gouvernement avec des coupes budgétaires qui n'en finissent plus et notamment les 40 milliards d'euros qui viennent d'être annoncés. Il y avait une immense mobilisation aussi et d'abord avant tout pour défendre l'emploi dans notre pays. 15 000 emplois supprimés par Macron dans l'industrie depuis qu'il est au pouvoir. C'est ça son bilan et on le voit tous les jours. C'est ArcelorMittal, c'est des entreprises comme Sanofi, ce sont des entreprises comme Auchan. Bref, tous les jours, les plans sociaux se multiplient. Ce sont près de 300 000 emplois qui sont menacés et on le voit singulièrement avec ArcelorMittal. 600 familles sur la paille alors que cette entreprise fait des bénéfices extraordinaires, alors que cette entreprise verse plus de 300 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires, qu'elle reçoit de l'argent public et on abandonne une filière industrielle, un savoir-faire. Voilà la saignée sociale qu'on est en train de vivre. Et moi, ce que je retiens de ce 1er mai qui a été assez chaud à tout point de vue parce qu'il faisait très chaud dans les rues de Paris et dans beaucoup de villes de France, c'est que je pense que beaucoup de Françaises et de Français ont envie d'en finir avec cette politique de malheur social. Vous le disiez un peu plus tôt à votre antenne, ce gouvernement n'a jamais été aussi impopulaire que depuis les années 80. Eh bien, finalement, la riposte s'est déjà organisée dans la rue et elle était massive. Et Guillaume Tabar, alors 300 000 manifestants selon la CGT, on attend les chiffres effectivement de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur. Manon Aubry dit qu'il y a eu une très forte mobilisation. On n'a pas vu non plus Plus forte que l'an dernier. une marée humaine dans les rues de France. Est-ce que ce soir c'est aussi un moment de soulagement pour le gouvernement? Écoutez, pour la question des effectifs des manifestations, bon, c'est vrai que c'était un peu mieux que l'an passé. C'était moins bien que lors d'autres mobilisations sociales, etc. Surtout, on voit une fois de plus que le 1er mai a quand même été pollué par des questions politiques, parce qu'on ne peut pas passer au-delà des 29 interpellations. Il y a quand même l'éviction des représentants du Parti socialiste, et notamment de Jérôme Guedj. C'est qu'à première fois, il y a quand même déjà il y a quelques jours, le même Jérôme Guedj avait été exclu d'un rassemblement qui était censé combattre l'islamophobie. Ça commence à faire beaucoup et ça montre quand même que plus que les tensions, presque les haines que l'on constate à gauche entre une partie des insoumis, une partie du reste de la gauche, ça commence à peser quand même sur le climat. Même si on voit bien qu'en tapant sur le gouvernement et en tapant sur Bruno Retailleau, ça permet de ressouder, de rassembler, de remettre un peu un semblant d'unité. La question de fond, d'ailleurs vous l'avez évoqué vous-même, c'est la question de la désindustrialisation de la France. Si elle relevait de la responsabilité du seul gouvernement Macron, j'allais dire, ça montre qu'on Les précédents sont aussi responsables. Il y a tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. François Hollande avec ArcelorMittal déjà n'avait rien fait. Une question d'ailleurs de la désindustrialisation qui a émaillé les manifestations de soutien à Dunkerque, le discours de Jean-Luc Mélenchon et même celui de Marine Le Pen. Oui, mais on y viendra dans un instant. Vous évoquiez justement, Guillaume, effectivement, ces débordements en marge de cette manifestation parisienne au cours de laquelle donc Jérôme Guedj, député socialiste, a dû une nouvelle fois être exfiltré effectivement de cette manifestation. Le PS a été pris pour cible à nouveau. Emma Rafovitz, merci d'être avec nous ce soir. Merci. Vous êtes députée européenne, vous étiez dans ce cortège. Les mots sont extrêmement forts ce soir, notamment les mots employés par Olivier Faure ou encore par Boris Vallaud, le patron des députés socialistes. Chloé Ridel, qui est l'une de vos amies socialistes aussi, évoque, je cite, des personnes qui ont été lynchées. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Écoutez, moi, comme tous les 1er mai, parce que finalement c'est ce que font les socialistes, eh bien je suis allée manifester. Je suis allée manifester et nous avons décidé, avec les socialistes parisiens, puisque j'en fais partie, de me retrouver boulevard de l'Hôpital avec mes camarades parisiens. Et oui, d'abord vous dire que cette manifestation a bien commencé, puisque finalement nous étions avec nos camarades écologistes, communistes, de génération, d'autres partis de gauche, et avec évidemment les syndicalistes dont nous partageons les luttes. Mais effectivement, petit à petit, certains militants qui se prétendent de la gauche, de l'extrême gauche, mais qui pour moi sont avant tout les idiots utiles et du capitalisme qu'ils prétendent combattre et du fascisme dont ils se croient les antis, eh bien se sont mis à nous insulter. Nous insulter d'abord de sales sionistes, de génocidaires, de traîtres. Sales sionistes, est-ce qu'ils vous ont dit? Évidemment, ce sont des mots qui ont été prononcés.
ils ont insulté tous les socialistes qui étaient présents ici. Ils pointaient du doigt évidemment certains élus, certains camarades, mais aussi des militants, membres du service d'ordre, et je tiens à les saluer, à les remercier pour leur travail. Est-ce que vous avez été frappé? Alors, moi, j'ai reçu un pétard à un moment sur le bras. J'ai réussi à le retirer. Moi, ce que je dis surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs, en effet, blessés. Il y a plusieurs blessés. Moi, je pense à Noah, à Oriane, à des camarades dont j'ai vu les plaies, le sang couler cet après-midi. Vous avez un camarade qui a été lynché, comme dit le Riedel? Il y a en effet, on a vu derrière nous un militant qui a été battu derrière nous au moment où effectivement les foules, on va dire, s'agitaient. Je pense qu'il faut le dire avec beaucoup de clarté, c'est un moment de violence et un moment aussi de terreur pour beaucoup de militantes et de militants qui étaient présents. Moi, je suis présidente des jeunes socialistes. Il y a des militants dont c'était la première manifestation, qui sont venus me voir en me demandant « Mais Emma, est-ce que c'est comme ça les manifestations d'habitude ?» Je fais « Non, ce n'est pas comme ça les manifestations et ce n'est pas comme ça que la gauche agit et comment elle lutte et elle manifeste. » Et moi, je le dis avec beaucoup de clarté, la gauche, partout en France, aujourd'hui, elle a manifesté contre la désindustrialisation, elle a manifesté pour la dignité de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs. Moi, j'ai vu ces merveilleuses images de Ruffin à Glucksmann, comme maintenant on le dit ainsi, de Olivier Faure, Marine Tondelier, Nicolas Maillard-Rossignol, Boris Vallaud à Dunkerque, qui manifestaient pour la dignité des travailleurs à ArcelorMittal. Moi, j'ai envie que ce soit ces images-là, finalement, qu'on retienne, parce que la violence qu'on a vécue, parce que oui, on a vécu de la violence, on a vécu effectivement beaucoup de peur, et je le dis aussi parce que j'étais avec des militantes et des militants qui pouvaient avoir peur, eh bien, ne nous arrêtera pas. Et moi, je ne baisserai pas la tête face à ceux qui veulent brutaliser la gauche. Mais ce sont des militants de gauche ou des Black Blocs qui vous ont attaqué? Moi, ce que j'ai vu, c'était le Black Bloc. C'est le Black Bloc, des personnes encagoulées, avec évidemment des personnes qui étaient tout en noir. Enfin, vous connaissez évidemment les modus operandi. C'était le Black Bloc qui nous a attaqués et qui évidemment a frappé des camarades socialistes. Effectivement, ils sont arrivés après que déjà une partie de militants qui se revendiquaient d'autres mouvements nous insultaient. Quel mouvement? On va relever tout non dit. Est-ce que c'était des gens qui se revendiquaient des écologistes de la France Insoumise ou d'autres? Écoutez, ils ne se revendiquaient ni des écologistes, ni du Parti communiste. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y avait des personnes, en tout cas, qui sont venues nous insulter, qui se revendiquaient d'autres partis de gauche, notamment la France Insoumise. Je ne pense pas que ce soit un phénomène généralisé, mais c'est ce que j'ai vu. Ce ne sont pas eux qui ont frappé des militants, mais c'est ce que je vois. Et moi, surtout, ce que je veux dire avec beaucoup de force, c'est qu'il y a ce qui s'est passé dans cette manifestation, et puis il y a surtout le climat. Et je le dis devant Manon Aubry. C'est pas la première fois. Non, mais je le dis devant Manon Aubry, qui est chef de la délégation insoumise au Parlement européen, où nous siégeons ensemble. Ce climat de brutalisation de la vie politique, d'attaques permanentes, d'insultes sur les réseaux sociaux, qui viennent parfois d'élus, aussi d'ailleurs de votre groupe politique, eh bien oui, ça participe d'une certaine manière à un moment incendiaire et extrêmement compliqué. Et moi, je veux que ça s'arrête. Je veux que ça s'arrête parce que le combat, c'est face à l'extrême droite. Le combat, c'est face à la droite. C'est face, il faut le dire, à ce capitalisme débridé qui casse tout. Et on l'a vu encore aujourd'hui à Dunkerque et avec ArcelorMittal. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête parce que ces méthodes de brutes, ces méthodes de violents, la réalité, c'est qu'elles ne font que légitimer une seule chose, l'extrême droite qui avance et qui est en dynamique. Manon Aubry, qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, ces pratiques, elles sont inadmissibles. Bien sûr qu'on peut avoir des désaccords avec le Parti socialiste, notamment sur le fait qu'ils ne veulent pas voter la censure et donc sanctionner ce gouvernement qui est responsable notamment de la désindustrialisation. Mais jamais, jamais, vous ne trouverez du côté des violents. Et je le dis d'autant plus à Emma et je le dis à tous ceux qui nous regardent. Elle n'a pas l'air d'y croire, hein, vous avez dit. C'est d'autant plus. Je l'ai écouté et je vais répondre. Mais moi, je vous dis, c'est le cœur de militante. Mais à travers moi, c'est tous les insoumis qu'on insulte. Et je vais même vous dire, quand bien même vous penserez qu'on serait des violents, elle vous insulte, elle insulte la France Insoumise quand elle dit ça? Oui, parce que la violence n'a jamais été notre méthode. Jamais. Et les sous-entendus plus ou moins voilés, et Emma va jusqu'à les dévoiler complètement. Vous avez des preuves? À quel moment la France Insoumise a appelé à la moindre violence? À quel moment la France Insoumise cautionne? À quel moment la France Insoumise, et je termine, je t'ai laissé parler Emma, à quel moment la France Insoumise a cautionné la moindre forme de violence? Moi, je vais vous dire,
ça me répugne, la violence. Pourquoi ça me répugne ? Parce qu'aujourd'hui, on est le 1er mai. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées. Et moi, je viens sur votre plateau ce soir pour parler des conditions de travail, pour parler de l'histoire du 1er mai, pour parler de l'histoire de ces salariés aujourd'hui à ArcelorMittal qui sont menacés. Et nous, on y était présents aussi à ArcelorMittal ce matin. Moi, ce que je vois partout... Moi, je ne supporte pas qu'on assimile mon mouvement politique à cela. Non, mais et à aucun moment, ce n'est pas possible. On ne l'assimile pas, nous. Ce n'est pas possible. C'est ce que vient de faire Emma, en tout cas. Il y a un climat entendu dans les débats sur BFM. Il y a un climat. Et moi, j'aimerais, en fait, je vais vous le dire très clairement, parce que effectivement, nous avons vécu une après-midi éprouvante. Mais une après-midi qui n'entame rien de notre détermination à nous battre pour les travailleurs et les travailleuses. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce n'est plus crédible. Vos discours, la main sur le cœur, pour dire que finalement, d'abord, vous nous insultez, puis ensuite, vous condamnez quand d'autres nous violentent. Je pense qu'il faut le dire avec beaucoup de force. Mais tu nous rends responsable des violences ? Laisse-moi finir, s'il te plaît. À quel moment Laisse-moi finir, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que je pense que oui, il y a un climat qu'il faut aussi arrêter. Que quand j'ai vu cet après-midi, ce matin surtout, les images de la gauche rassemblée, de Ruffin, en passant par les socialistes, avec les écologistes, je mentionne pas les communistes qui étaient présents ce matin. Aurélie Trouvé, ma collègue, Aurélien Lecoq. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la gauche unie, elle doit avancer, elle doit travailler, mais une gauche exemplaire. Alors on va une gauche qui travaille et qui avance. Moi je le dis aujourd'hui. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer. Aujourd'hui, je pense. Laissez-moi juste dire un dernier mot. Aujourd'hui, nous allons devoir continuer les batailles pour la dignité de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs. C'est pour ça qu'on a manifesté. Moi, j'aimerais que les images qu'on garde d'aujourd'hui soient celles de Dunkerque plus que celles du boulevard de l'Hôpital. Et j'aimerais que demain, la gauche soit enfin exemplaire, parce que sinon, elle ne gagnera pas. Manon Aubry, réponse quoi? Justement, on avance après. Pour que la gauche soit exemplaire, il faut qu'elle soit fidèle à ses promesses. Et dans les promesses qu'on avait fait collectivement, quand on avait fait campagne ensemble, et moi j'ai fait des meetings avec Emma, pour défendre le nouveau Front Populaire et le programme du nouveau Front Populaire, dont l'objectif était la rupture avec Emmanuel Macron. Donc moi j'invite le Parti Socialiste à des actes, et notamment à des actes, le vote de la censure de ce gouvernement, qui est aujourd'hui en train de mépriser socialement les travailleurs de notre pays, et en train de les précariser. Et j'espère qu'on pourra se retrouver, parce que c'est la promesse collective qu'on avait faite, et à laquelle moi je suis absolument attachée. J'avais déjà fait campagne au moment des élections européennes pour avoir une liste commune tous ensemble de la gauche. J'y suis encore fidèle aujourd'hui à ce programme, et je regrette que le Parti Socialiste ait pris ses distances face à cela, mais je leur dis revenez à la maison. C'est vous. Un peu vite. On va avancer. Guillaume Tabar, quand vous voyez ces images tout à l'heure quand même avec Jérôme Guedj et ce débat qui se passe sous nos yeux, comment vous analysez cela et vous le décryptez? Oui, sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, mais de tous les côtés. Parce que la précédente éviction de Jérôme Guedj, c'est donc, on le rappelait, à la manifestation contre l'islamophobie. Là, il n'était pas question de Black Bloc, c'était une manifestation qui était quand même organisée par vos amis. Et Jérôme Guedj s'est trouvé qualifié de représentant du parti sioniste, avec des mots apparemment assez voisins de ceux qu'on entend aujourd'hui. Je n'ai pas entendu beaucoup de condamnations de ce qui est arrivé à Jérôme Guedj lors de cette manifestation. Mais je pense qu'il y a de l'hypocrisie également de l'autre côté, parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant qu'on entend toute une grande partie de la gauche, à commencer par le PS lui-même, qui dit Jean-Luc Mélenchon était trop loin, ses réactions, que ce soit dans la foulée des attaques du 7 octobre et même plus récemment encore, il était trop loin. Maintenant, plus question de faire alliance avec lui. Maintenant, c'est fini, on ne fait plus d'alliance. Il n'empêche que toujours dire, vous plaidez vous-même encore pour l'union de la gauche. Vous dites, retenons les images. Oui, pas avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais je veux dire que c'est lui qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Comment la gauche a gagné son mais qui s'est disqualifié par. On voit bien comment l'argument de dire, oh là là, il y a une menace de l'extrême droite en France va. C'était déjà le cas, parce que faut pas oublier que le nouveau Front Populaire, c'est postérieur au 7 octobre. Et face aux mêmes évolutions ou dérives ou discours, en tout cas, de la France insoumise, toute la gauche, y compris François Hollande. Vous parlez de dérive. Vous avez le droit d'être en désaccord. Je ne parle pas évidemment de dérive, parce que je pense que c'est un discours que vous assumez. Je retire le mot dérive, parce que je pense que la France insoumise assume pleinement. Je pense que le débat politique mérite. Non, mais tout à fait. Je pense que la France insoumise assume pleinement le discours qui est le sien. Mais je constate juste qu'à l'époque, même François Hollande, même Carole Delga avaient accepté les investitures du nouveau Front Populaire. Et ceux qui aujourd'hui disent Jean-Luc Mélenchon plus jamais,
On verra C'était lorsqu'on sera dans un pratique. contexte présidentiel ou On législatif, verra il y aura effectivement apparition la même menace du RN. si les actes Est-ce qu'ils vont Guillaume, refuser sont, l'alliance sont les mêmes que les mots. Effectivement. Alors, Reda Bellal, on voit ces images, effectivement. On le rappelle, c'était des débordements qui ont eu lieu en marge de la manifestation parisienne. Ça s'est globalement passé dans le calme partout en France. Et ce cortège est en train justement de se disperser également dans le calme. Comment on travaille du côté de la police quand on sait qu'à l'intérieur d'un cortège, il peut y avoir des mouvements politiques, syndicaux, qui sont parfois en opposition avec des personnalités fortes? Comment vous travaillez? Bah, écoutez, déjà, nous, on protège tous ceux qui manifestent, qui ont déclaré leur manifestation. Voilà, je le précise quand même, quel que soit le parti politique ou les pensées. Et on essaie de préserver justement les gens qui essaient de manifester. Et notre but à nous, c'est d'interpeller ou de prévenir ou réprimer ou dissuader les éléments perturbateurs qui veulent empêcher justement ces personnes de manifester. Maintenant, l'après-midi n'est pas fini parce que là, on rentre dans le dur en fait. C'est le moment le plus difficile pour nous. Bah, disperser les gens, c'est difficile. Hein. Malheureusement et heureusement pour certains, il fait beau. Donc, à partir du moment pour que les gens quittent la place de la Nation, ça va être un peu plus compliqué pour nous. On va attendre des instructions et des ordres pour demander une évacuation qui se passe dans le calme, parce que quand vous avez des milliers de personnes à disperser, c'est pas évident. Et puis, vous avez ces éléments Black Bloc ou ultra-gauche qui, eux, profitent de la situation pour utiliser les manifestants restés sur place comme bouclier humain et s'en prendre aux forces de l'ordre, s'en prendre au mobilier public et privé sur les lieux. Donc nous, notre but, ça va être d'interpeller ou d'éviter que ces individus puissent passer à l'acte. Et je veux préciser que si ça se passe bien aussi, c'est parce que les policiers, les gendarmes, les pompiers, le personnel de santé ont fait un énorme et continuent de faire un énorme travail sur les lieux. Parce qu'on a vu des images sur tous les médias au cours de la journée où vous avez vu des gendarmes, des policiers courir un peu partout. Pourquoi? Parce que justement, il y avait ces fameux groupes qui essayaient de se former pour justement rentrer dans les rues adjacentes et commencer à créer le désordre. Et on a réussi à éviter ça. Et là, le but, justement, c'est d'éviter que ces groupes se forment et qu'il y ait ces fameuses manifestations sauvages dans la nuit, comme ça a été le cas sur certaines manifestations sur Paris. Dominique, justement, pour qu'une manifestation se termine dans le calme, comme c'est heureusement le cas, est-ce que ça veut dire aussi que depuis plusieurs semaines, il y a un travail qui est fait en amont par les forces de sécurité, évidemment de sécurisation du parcours, on essaie de repérer qui sont potentiellement les Black Blocs qui peuvent venir, comment ça se passe? Bah écoutez, la police a ses fichiers dans lesquels figurent les Black Blocs, fait des contrôles d'identité en amont de la manifestation, se renseigne, surveille les réseaux sociaux énormément. Donc il y a des policiers qui surveillent les réseaux sociaux pour savoir si des groupes sont en train de se constituer, des personnes connues qui appellent à se retrouver à Paris ou qui passent certains messages nauséabonds, donc des personnes qu'il faudra surveiller plus particulièrement. Ensuite, la police connaît son boulot pour faire du maintien de l'ordre classique, manifestation déclarée. Reda l'a dit tout à l'heure, eh bien, il y a des réunions avec les organisateurs des manifestations, notamment les 8 organisations syndicales aujourd'hui, à la préfecture de police de Paris. On se met d'accord sur un trajet, on se met d'accord sur une heure de départ, une heure d'arrivée. Est-ce que c'est un rassemblement? Est-ce que c'est un défilé? Est-ce que c'est un parcours? Là, c'est un parcours. Et puis, on sécurise. On fait attention, évidemment, à certains quartiers. On évite les quartiers dans lesquels il y a des petites rues par lesquelles pourraient arriver des Black Blocs, des perturbateurs, des casseurs. Et c'est un travail donc qui est parfaitement maîtrisé. En ce moment, le ministre de l'Intérieur est dans la salle de commandement de la préfecture de police. On aura tout à l'heure les chiffres de la participation versus police nationale. Vous allez voir que ça ne va pas être la même, que les manifestants, on ne va pas être à 300 000. Et on 000. oublie de le dire, parce que souvent on dit que la police réprime, mais on fait un gros travail de prévention auprès des commerçants. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, c'est très souvent eux qui sont victimes de ces violences ou de ces dégradations. Donc, minimum un jour avant la manifestation, on va voir tous les commerçants, on leur distribue des tracts de prévention pour qu'ils puissent sécuriser leur lieu. On les dissuade, si on peut, d'ouvrir pour certaines enseignes qui peuvent être la cible de Black Bloc, voilà. Et puis on sécurise, comme vous l'avez dit, parce que la spécialité des Black Blocs aussi, c'est de dissimuler des objets dont ils peuvent se servir comme arme par destination, dans les buissons, dans les poubelles, dans les halls d'immeubles. Et alors justement, le ministre de l'Intérieur est toujours à la préfecture de police, on l'entendra peut-être dans quelques instants. Premier mai très politique, on le disait aussi, avec un discours de Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry qui a appelé, je cite, à faire tomber le gouvernement. Vous y croyez sérieusement ?
Je pense que si on nous avait dit que le précédent gouvernement tomberait et que, par ailleurs, le nouveau Front populaire gagnait les précédentes élections législatives, vous m'auriez probablement posé la même question: est-ce que c'est vraiment possible? Et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous restons fidèles à la raison pour laquelle nous avons fait tomber le gouvernement précédent. C'est notamment un budget encore plus austéritaire. Je rappelle que le précédent gouvernement est tombé parce qu'ils ont fait 50 milliards d'euros de coupes budgétaires. C'est très concret dans nos hôpitaux, l'enseignement supérieur, l'école de manière plus générale, notre protection sociale. Et ils veulent faire 40 milliards d'euros de coupes budgétaires supplémentaires. En tout, ça fera 90 milliards d'euros. C'est une saignée sociale, honnêtement, qui est sans précédent dans notre histoire. Et donc, face à cette saignée sociale, vous avez deux possibilités. Soit celle de croire que le gouvernement va revenir à la raison et se faire acheter par un conclave sur les retraites dont on voit très bien qu'il ne produit absolument nul effet, parce qu'à aucun moment François Bayrou n'a envisagé de revenir sur l'ignoble réforme des retraites qui a forcé les Françaises et les Français à travailler 2 ans de plus. Soit Jean-Luc Mélenchon a redit qu'il voulait le retour à la retraite à 62 ans. Tout à fait, et c'était dans le programme d'ailleurs du nouveau Front populaire. Soit on reste fidèle à ce pourquoi on a été élu, ce qui est d'ailleurs dans la première ligne du programme du nouveau Front populaire, à savoir la rupture avec le macronisme, et alors on vote la motion de censure. Et voter une motion de censure, c'est dire à ce gouvernement, c'est dire à Emmanuel Macron, mais vous ne pouvez plus gouverner contre les Françaises et les Français en les brutalisant contre leurs intérêts. Vous ne pouvez plus gouverner contre la démocratie. La réforme des retraites, pour ne prendre qu'elle, elle n'a jamais été votée ni à l'Assemblée nationale, elle n'est pas soutenue par les syndicats, elle n'est pas soutenue par les Françaises et les Français. Finalement, le vote, il a eu lieu le 9 juin, en juillet dernier, au moment des élections législatives. Et à ce moment-là, la réponse était très claire. On ne veut plus du macronisme. D'où la nécessité de faire tomber ce gouvernement le plus rapidement possible. Guillaume Tabar, Moi, je souhaite qu'une motion soit déposée dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours de Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qui vous a marqué? De fait, je pense que Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu, y compris d'ailleurs l'interview l'autre jour, avant-hier, sur avec Alain Duhamel, sur ce plateau. Bon, Jean-Luc Mélenchon se comporte en leader de fait de la gauche. On voit bien que à partir du moment où il y a eu toute une séquence où les autres partis de la gauche ont essayé de dire non, on est en train de construire une alternative, en mettant avant des sondages où Raphaël Glucksmann, qui ferait presque Jean Gall, mais qui est loin d'être investi par l'ensemble des partis de gauche, donc ça reste quand même quelque chose de très hypothétique. Jean-Luc Mélenchon est venu rappeler qu'il était quand même la force dominante de l'ensemble de la gauche. Sur ce point-là, c'est assez incontestable, et je pense qu'y compris la radicalité qu'on lui reproche, et sur le fond, et là pour le coup, je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Jean-Luc Mélenchon sur le fond, mais je pense que la demande de radicalité est une demande de l'opinion. On le voit d'ailleurs dans notre bord politique. Donc je pense que le problème de Jean-Luc Mélenchon n'est pas la radicalité d'un discours. Je pense qu'au contraire, cette radicalité, elle lui donne cette force électorale. Après, il y a toujours la question de la capacité à rassembler. On voit bien que la gauche qui, pardon de vous le rappeler, mais n'a pas gagné l'initiative, la gauche qui le premier bloc politique. Voilà, c'est le premier bloc politique qui était la première alliance, qui était la première alliance, mais qui n'a pas été majoritaire à l'Assemblée. Il y a eu une alliance alternative qui a fait plus de sièges que la vôtre. Mais en tout cas, il n'y aura pas de victoire pour la gauche, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas d'unité. Et on voit bien que le chemin de l'unité, pour l'instant, il n'est pas vraiment pris. Alors Guillaume Tabar, on voit justement Jean-Luc Mélenchon qui était place d'Italie pour son discours. On l'a dit, une partie de la gauche à Dunkerque en soutien aux salariés d'ArcelorMittal, et Marine Le Pen et Jordan Bardella qui, eux, étaient à Narbonne avec une Marine Le Pen extrêmement offensive. On retrouve tout de suite Edgar Becquet. Bonsoir Edgar, vous avez suivi ce rassemblement. Quel est le message qu'a voulu envoyer Marine Le Pen ? Eh bien, qu'elle est prête au combat, et elle l'a montré aujourd'hui. L'objectif de ce meeting, d'après un élu RN proche de Marine Le Pen, c'était de créer un moment important dans la répartition des rôles. Comprenez, Marine Le Pen à l'Elysée et Jordan Bardella à Matignon. Et c'est ce que l'on a senti aujourd'hui au cours de ce meeting. Le président du RN a davantage axé son discours sur le travail, 1er mai oblige, sur l'agriculture ou encore sur les problèmes du quotidien comme l'insécurité ou le prix du carburant, alors que Marine Le Pen, elle, a davantage axé sa prise de parole sur l'Europe ou encore sur les normes. Marine Le Pen qui en a aussi profité pour parler de sa condamnation. C'était il y a presque un mois, jour pour jour. D'après elle, elle estime qu'on essaie de lui voler son élection. Écoutez-la. Aux législatives de 2024, ils vous ont volé la victoire. Aujourd'hui, ils veulent vous voler celle de 2027.
mais ils n'y arriveront pas. Ce combat pour la démonstration de notre innocence, vous pouvez être certain d'une chose, je vais le mener avec toute l'énergie que vous me connaissez. Avec pour seul horizon la possibilité de vous représenter dans 2 ans à la prochaine élection présidentielle. Voilà, et pour tout vous dire, j'ai échangé avec de nombreux militants après ce meeting, et ces militants, en fait, nous disent se voir déjà voter pour Jordan Bardella en 2027, parce que, d'après eux, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter dans 2 ans. D'après eux, elle sera inéligible malgré son appel. Edgard Becquet avec Philippe Vigneault. Merci beaucoup en direct depuis Narbonne. Et Mara Fovitz, on voit une partie de la gauche pensait que Marine Le Pen c'était fini. C'est pas du tout fini. Elle considère qu'elle sera la candidate à l'élection présidentielle. Ouais, dans tous les cas, le sujet n'est pas la candidature à la fin de Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'extrême droite, en effet, c'est notre adversaire principal. En France, évidemment, mais aussi en Europe et plus largement dans le monde entier. On a aujourd'hui une internationale réactionnaire qui s'organise, qui est en dynamique et qu'il faut combattre. Marine Le Pen, Jordan Bardella n'en sont que des incarnations en France. Mais on a Viktor Orban en Hongrie, Giorgia Meloni en Italie, Donald Trump évidemment aux États-Unis. Tout cela, il faut les combattre. Moi, je ne sais pas finalement à la fin qui sera candidat. Est-ce que ce sera Marine Le Pen en fonction des aléas finalement de sa procédure d'appel? Est-ce que ce sera Jordan Bardella? Et moi, je vais vous dire, d'une certaine manière, je m'en fiche. Quel qu'il soit, nous combattrons le candidat ou la candidate du Rassemblement national. Parce que l'extrême droite, c'est l'ennemi de la République. Ce sont l'ennemi des travailleurs. Ce sont l'ennemi de l'égalité et de la République française telle qu'elle s'est construite depuis la Révolution française. Et ça, nous le disons avec force. D'ailleurs, leur combat contre l'état de droit, contre la presse, contre les journalistes, contre la culture, contre les sciences, tout cela, finalement, incarne qu'ils sont pour nous les adversaires principaux. Et moi, je le dis, nous les battrons. Alors qu'on voit justement que cette manifestation parisienne est en train de se terminer place de la Nation. Reda Bellach, Dominique Rizet, comment ça se passe à ce moment-là? Quelles procédures sont en train d'entamer les forces de l'ordre? Mais écoutez, on essaye d'évacuer les gens soit par les bouches de métro, soit par une rue qu'on peut contrôler. En fait, le but, c'est de contrôler la densité, le flux des personnes, parce qu'on voit pas trop sur ces images, mais il y a énormément de monde. Puis vous avez des gens qui sont des fois malheureusement récalcitrants, et on essaie de, vous voyez sur ces images-là, c'est pour l'instant assez convivial en tout cas. Les collègues ne sont pas casqués, donc c'est un signe en fait. Ils sont en mode on va dire passif, et puis ils demandent gentiment aux gens de pouvoir quitter les lieux. Après, s'il y a des éléments perturbateurs, à ce moment-là, on attend le commandement de du coup les ordres de la salle de commandement, parce que c'est bien spécifique en maintien de l'ordre. On n'agit pas en flagrant délit. C'est-à-dire, même si on voit un flagrant délit, on ne peut pas intervenir comme ça sur une manifestation. C'est trop risqué. On attend d'avoir l'autorisation de pouvoir intervenir. Donc, on attend les ordres. Dominique, tout ça, ça veut dire est piloté en direct depuis la préfecture de police? Absolument, depuis la préfecture de police. Le préfet s'installe dans la matinée avec le directeur de l'ordre public et de la circulation. Donc, qui vient d'être remplacé. L'ancien s'appelait, pardon, je me suis trompé de prénom tout à l'heure, je l'appelais Michel Foucault, c'était Jérôme Foucault, pardon à lui. Donc, avec une méthodologie qui est parfaitement organisée. Il y a des caméras de vidéosurveillance dans Paris. La salle de commandement a accès à toutes ces images. Et depuis là, le préfet de police va dire à un commissaire qui est sur place de la République, maintenant, il faut disperser la manifestation. Cet officier de police va l'annoncer aux manifestants. Et vous voyez, là, vous avez des gendarmes qui avancent. Effectivement, Reda l'a dit, sans casque, il n'y a pas d'agressivité. Les gens sont tout à fait pacifiques. Cette manifestation s'est bien passée. Ce premier mai s'est bien passé. Tout à l'heure, je parlais des interpellations parce qu'il y en a eu, évidemment. Il y a des personnes 29, c'est ça? Oui, 29, c'est rien. Franchement, c'est rien. C'est une, je vais dire... Allez, je vais me dire, c'est une belle manifestation du 1er mai. C'est bien passé. Sinon, mais vous savez, je suis tout à fait, comment dire, objectif et depuis toujours. Et quand je parlais des chiffres tout à l'heure, j'ai été aussi celui qui a dit pendant les manifestations des Gilets jaunes, et je l'ai répété souvent, que la police en met toujours bien moins qu'il y en a en réalité. Voilà. Et je parle aussi pour ce que vous avez vécu, madame. Bon, le drame, c'est le drame de cette journée, c'est le comportement de certains qui vous ont agressé. Mais c'était un beau 1er mai. Et alors justement, on va écouter le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, on le disait, à la préfecture de police de Paris, qui vient tout juste de s'exprimer. Monsieur le ministre, c'est important de venir ici un 1er mai dans cette salle de conflit en tant que ministre de l'Intérieur? Bien sûr, parce que c'est une manifestation qui a pas mal mobilisé, 32 000 personnes. Mais ce que je veux dire aux Français, c'est que les forces de l'ordre
sous l'autorité de Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris, sont chargés précisément d'assurer la tranquillité. Manifester en France, et notamment le 1er mai, c'est une manifestation traditionnelle pour célébrer le travail, qui peut rassembler des travailleurs, des travailleuses. Différents syndicats avaient appelé à cette manifestation. Et si c'est un droit constitutionnel, il doit être assuré dans la tranquillité. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si nous n'avions pas les forces de l'ordre, et là on avait 3 types de forces, les policiers qui dépendent de la préfecture de Paris, les gendarmes et aussi les CRS, on aurait bien d'autres pépins. Donc je veux remercier le préfet de police, ses collaborateurs, l'ensemble de ses forces, gendarmes, policiers et puis CRS, parce que c'est grâce à eux qu'on peut parvenir avec ce genre de mobilisation, ce genre d'attroupement à une manifestation qui se déroule sans trop de dégâts. Alors c'est quoi justement, pour l'instant, comment se déroule cette manifestation? Peut-être cette manifestation, le préfet de police pourra ensuite s'exprimer, mais la manifestation s'est globalement mieux déroulée que ce que l'on pouvait craindre, puisqu'on craignait des black blocs. Il y en a eu, il y a eu une assez forte mobilisation, il y en a eu à peu près 200. Il y a eu un nombre, quelques exactions. Malheureusement, il y a des élus du Parti socialiste qui étaient devant un local qui ont été pris à partie. 4 sont blessés légèrement, soit par acouphènes, d'autres avec des brûlures, puisque des pétards ont été jetés sur eux. Il a fallu donc les exfiltrer. C'est absolument lamentable, c'est inacceptable. Je veux dénoncer celles et ceux qui ont ce genre de pratiques violentes et qui ciblent des partis parfaitement démocratiques. Voilà. Donc globalement, cette manifestation s'est donc bien déroulée compte tenu des appréhensions qu'on pouvait légitimement avoir. Au moment où je vous parle, il y a 6 blessés légers dans les forces de l'ordre, 4 gendarmes et puis 2 policiers. On a eu plus d'une 50aine d'interpellations, et notamment sur des black blocs. Ça nous permet, les gendarmes, les policiers vont les interpeller. Ils sont très mobiles, mais aussi nos forces de l'ordre aussi, ce qui nous permet de faire en sorte que la loi soit respectée et qu'on puisse interpeller pour ensuite les déférer à l'autorité judiciaire. Ça concerne une interpellation à Paris, d'accord? Je vous parle de Paris. Il y a eu un autre incident important, M. Jérôme Gage, qui était sorti de la... C'est l'incident dont je vous parle. Quand je parle de l'incident qui visait précisément des élus du Parti socialiste, je veux parler évidemment de ces élus, dont Jérôme Gage, qui a, je crois, été blessé légèrement à un pied. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et on le voit sur les images que je viens de revisionner, qu'ils étaient ciblés. Parce que certains élus, d'ailleurs, avaient l'écharpe tricolore. Donc c'est bien des élus de la République qui ont été ciblés. On connaît des profils peut-être divers des fauteurs de troubles de cette manifestation du 1er mai? Ah, écoutez, peut-être que le préfet de police pourra répondre à cette question. Il y a effectivement des profils qu'on m'a présentés tout à l'heure. Et des choses qui sont très inattendues, d'ailleurs. Chez les Black Blocs, qui se cachent, qui se dissimulent, qui se masquent, qui se cagoulent. Mais derrière ces masques, derrière ces cagoules, on a des profils qui peuvent être différents et surprenants. Monsieur le préfet. Police. Non, monsieur le ministre d'État, non, des profils, comme le dit le ministre d'État, d'abord, ils ont été interpellés, on va maintenant travailler sur cette 50aine d'interpellations, peut-être un peu plus puisque les chiffres remontent au fur et à mesure. On a essentiellement des black blocs qui appartiennent à la mouvance ultra-gauche, et puis ce qui est surprenant, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que s'agrègent à ces groupes d'individus qui appartiennent à la mouvance ultra-gauche, les anarcho-autonomes et surtout les antifascistes, s'agrègent à eux des jeunes gens qui peuvent être très jeunes et qui jouent entre guillemets un peu au black bloc, qui se déguisent comme des black blocs, mais qui commettent les mêmes exactions. Donc voilà, et donc ils sont interpellés. Voilà, on va décanter tout ça en judiciaire maintenant. Et il y a trois catégories d'infractions qui ont été retenues. Pour certains, c'est jet de projectiles sur les forces de l'ordre. Pour d'autres, c'est constitution de groupement en vue de commettre des violences. Et c'est bien sûr la dissimulation du visage dans l'espace public lors d'une manifestation ou ont lieu des troubles à l'ordre public. Voilà. Et pour certains, c'est même les 3 qui ont été retenus. Là, ensemble, vous qui avez l'habitude des manifestations du 1er mai, on peut dire que c'est une manifestation qui s'est bien déroulée? Oui, comme l'a dit le ministre d'État, et je le remercie d'ailleurs de sa présence
pour venir soutenir nos forces. Oui, je les remercie à mon tour. C'est une manifestation qui s'est bien déroulée. On avait des groupes à risque comme nous l'attendions. Et puis on les a bien gérés. On est allé les impacter, comme on dit dans notre jargon, quand ils commençaient des dégradations, puisqu'ils s'en sont pris aux vitrines. On était très loin au départ. Et puis comme à chaque fois, on intervient très vite grâce aux policiers de la préfecture de police, aux CRS et aux gendarmes mobiles qui sont placés sous mon autorité pour ces manifestations. Voilà. On a pu les impacter très vite, les disperser, faire des interpellations, ce qui fait que la manif a été à son terme. Comme me le demandait le ministre d'État, c'est important. Voilà. Nous, on est là pour garantir la liberté de manifester, la liberté d'expression. La manifestation a pu aller à son terme. On a su isoler les fauteurs de troubles. Voilà pour cette prise de parole du préfet de police et du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'était un document BFM TV, Dominique. Finalement, une manifestation, un cortège qui s'est plutôt bien déroulé, dit le ministre de l'Intérieur. Absolument, qui s'est bien déroulé, on l'a dit tout à l'heure, c'est un beau 1er mai, ça s'est bien passé. Bon, quelques éléments sur ce que nous a donné le ministre, confirmé ensuite par le préfet de police. Donc je crois avoir entendu 32 000 personnes à Paris, mais je n'étais pas vraiment sûr parce que c'était au tout début. Gendarmes, policiers, CRS, merci à eux. On va rappeler au ministre de l'Intérieur que les policiers, que les CRS sont des policiers. Donc la manif s'est mieux déroulée que ce qu'on pouvait craindre. 200 black blocs alors qu'on pouvait en attendre jusqu'à 400. Il y a 4 personnes qui ont été blessées, 4 personnes du Parti socialiste, soit des problèmes d'acouphènes, puisque on nous l'a dit tout à l'heure, on leur a lancé des pétards, donc problème auditif. Monsieur Guedj a été blessé légèrement à un pied. Le ministre a parlé d'une attaque absolument lamentable et sur les images vidéo, donc que le ministre avait avec le préfet de police, le ministre de l'Intérieur nous dit que ces personnes du PS étaient ciblées clairement, et c'est ce que nous avait dit tout à l'heure la première adjointe PS de Paris, puisqu'ils avaient leurs écharpes. Et on apprend aussi que à ces black blocs qui ont été interpellés pour certains, 50aine d'interpellations, se sont agrégés des jeunes qui, par opportunisme, se prennent un peu pour des black blocs, se déguisent et participent aux violences. Merci beaucoup, Dominique. Tout de suite, c'est l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Marc Ferracci. Bonsoir, vous êtes le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Dans un instant, on va bien sûr venir à ce qui a été aussi l'un des symboles de ce 1er mai, les salariés d'ArcelorMittal qui se battent à Dunkerque et ailleurs en France pour leur emploi. Ça a réuni d'ailleurs une partie de la gauche, mais d'abord un mot justement sur ce 1er mai qui s'est en grande partie bien passé dans l'ensemble de la France. Mais il y a eu, on le voit, des débordements en marge du cortège parisien avec notamment les socialistes qui ont été attaqués. Jérôme Guedj qui une nouvelle fois a dû être exfiltré. Comment vous réagissez à ces images qu'on a vues et aux mots qu'on a entendus il y a quelques instants sur ce plateau? D'abord, la satisfaction, ça vient d'être dit sur le fait que la manifestation à Paris s'est globalement bien déroulée. On l'a vu, elle s'est dispersée dans le calme. Évidemment, un soutien vis-à-vis des élus qui ont été molestés, et en particulier Jérôme Guedj, que je connais bien, avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de travailler à l'Assemblée nationale. Des remerciements pour les forces de l'ordre. Je pense que les violences auxquelles on a assisté sont absolument inadmissibles. Je suis content qu'un certain nombre d'interpellations aient eu lieu. J'espère qu'elles vont donner lieu à des sanctions les plus fermes qui soient. Maintenant, la liberté de manifester a été préservée. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette journée. Alors Marc Ferracci, on le disait, ce 1er mai a été marqué particulièrement comme un symbole par la colère des salariés d'ArcelorMittal et particulièrement ceux de Dunkerque, qui ont d'ailleurs réussi à rassembler une partie de la gauche. On a vu Olivier Faure, on a vu Marine Tondelier, on a vu François Ruffin, on a vu Aurélie Trouvé également de la France Insoumise qui se sont rassemblés pour soutenir ces salariés. Et il y en a un certain nombre, on a vu, y compris hors de la gauche, y compris au sein du Rassemblement national, qui ont évoqué cette question notamment de la désindustrialisation. Ça a été la thématique de ce 1er mai. Je vous propose d'écouter ces sonores, écouter ces responsables politiques aujourd'hui. Le ministre de l'Industrie est transparent et donc on est en train de laisser crever cette industrie. C'est pas juste des emplois et des vies qui sont brisées socialement, c'est une partie du patrimoine industriel qui disparaît. Nous entendons chaque jour se le relayer dans les médias, les ministres, pour expliquer, sourire autosatisfait vissé aux lèvres, que la France est en train de gagner la bataille de la réindustrialisation. C'est aujourd'hui l'inverse qui se passe. La France est en train d'accélérer sa désertification industrielle. Arcelor licencie aujourd'hui plus de 600 salariés après en avoir licencié 130 l'année dernière. Ils ont touché 300 millions d'euros d'aide publique. Que nous dit le ministre de l'Industrie? Il nous dit et il propose de faire un nouveau chèque à ArcelorMittal de 850 millions d'euros. C'est lunaire. Il faut plus de contrôle. Nous ne permettons pas qu'on vende ou qu'on ferme les usines d'Arcelor.
nous demandons la nationalisation d'Arcelor. Dans un instant, vous nous direz si la piste évoquée de la nationalisation par Jean-Luc Mélenchon est une piste que vous pouvez envisager. Mais d'abord, votre réponse à tous ces responsables politiques ou syndicaux qui vous mettent même personnellement en cause. On a entendu désertification industrielle, dit Marine Le Pen. Marine Tondelier, elle, dit que vous êtes un ministre qui ne fait peur à personne. Vous savez, l'enjeu, c'est pas de faire peur. L'enjeu, c'est de trouver des solutions concrètes pour que l'emploi industriel se maintienne. Les gens qui parlent de désindustrialisation, je veux d'abord leur dire qu'on se bat sur chaque dossier. Et moi, mes pensées vont d'abord aux salariés d'Arcelor qui aujourd'hui sont confrontés à une annonce qui génère de l'angoisse pour eux, pour leur famille. Sur chaque dossier, on se bat. Il y a des combats qu'on gagne, il y a des combats qu'on perd. On a gagné un combat il y a quelques jours et les responsables politiques que vous avez montrés à l'image se sont beaucoup impliqués sur la fonderie de Bretagne qui a été reprise et on a sauvé 300 salariés. Ils se sont beaucoup impliqués au moment où le dossier était mal engagé et maintenant, quand il y a une solution et une bonne nouvelle, on les entend un tout petit peu moins. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de se battre, on a besoin aussi d'être lucide. L'emploi industriel se maintient en France. Les chiffres 2024 montrent qu'on a encore créé des emplois industriels en termes nets. Il y a des emplois qui sont détruits, et c'est ceux dont on parle. Il y a aussi des emplois qui sont créés. Arcelor en France, tout à fait. Un peu plus de 300 à Dunkerque, mais c'est le cas par exemple en Lorraine, à Florange également dans Tout à fait. En Moselle. Il y a 7 sites qui sont concernés en France par les annonces d'Arcelor. Très concrètement, on entendait Jean-Luc Mélenchon il y a un instant, il dit qu'il faut nationaliser Arcelor. Est-ce que vous envisagez cette piste, oui ou non? Ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, la désindustrialisation, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui caractérise notre pays. L'emploi industriel continue de progresser et on se battra pour que ça continue. C'est dur à entendre par des salariés qui vont peut-être perdre leur emploi. Bien sûr, je le comprends, mais il y a aussi des emplois qui sont créés, il y a aussi des usines qui ouvrent, il y a aussi des sites qui s'étendent. Qu'est-ce que maintenant, vous la nationalisation. La nationalisation aujourd'hui d'Arcelor, elle n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que pour maintenir l'emploi industriel et en particulier l'emploi sidérurgique, la sidérurgie, c'est une industrie de souveraineté, c'est une industrie dont dépendent d'autres industries, dont dépend l'automobile, dont dépend la défense, dont dépend l'aéronautique. Cette industrie, tout doit être fait pour la préserver sur notre sol, c'est-à-dire pour que les sites ne ferment pas et qu'on continue à produire de l'acier sur notre sol. Et nous sommes engagés pour cela. La nationalisation, aujourd'hui, ça n'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'on nationalise quand il y a un enjeu stratégique, mais aussi quand il n'y a pas de solution industrielle. Or, les solutions industrielles... C'est pas stratégique, là. Bien sûr que c'est stratégique, mais il y a des solutions industrielles. Les solutions, c'est d'investir et c'est d'innover. Ça a été dit. L'enjeu, aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'Arcelor investisse sur le site de Dunkerque et sur les autres sites, notamment dans la décarbonation. Mais concrètement, quand est-ce qu'Arcelor annoncera les investissements en matière de décarbonation? Eh bien, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, j'ai discuté en début de semaine avec la direction d'Arcelor, la direction France et la direction Europe. Parce que on peut raconter ce qu'on veut, mais il faut travailler à des solutions concrètes. Que nous disent-ils? Ils nous disent qu'aujourd'hui, l'acier européen est en grande difficulté. La production d'acier en Europe a baissé de 20% entre 2018 et 2023. Qu'on a besoin de protection au niveau européen. Et c'est ça que nous sommes en train d'organiser avec le commissaire Stéphane Séjourné, qui a fait des annonces qui reprennent des propositions françaises. Mais ces investissements dont vous parlez liés à la décarbonation, quand est-ce qu'Arcelor les annoncera? Eh bien, nous sommes en train justement de discuter avec Arcelor sur les conditions qui vont permettre de faire ces annonces. Et moi, donc c'est pas garanti. Écoutez, moi je ne prends pas la décision à la place d'Arcelor. C'est une entreprise privée. Vous n'avez pas l'assurance qu'Arcelor les fera? Je ne prends pas la décision à la place d'Arcelor. Ce que je dis, c'est que nous créons les conditions pour que ces décisions soient prises. Si Arcelor investit, ça signifie qu'Arcelor croit dans la production d'acier en France. Mais vous n'avez pas l'assurance qu'ils vont investir. Je veux vous le dire, mais vous savez, on aura les assurances quand les annonces seront faites. Moi, je crée les conditions pour que les annonces soient faites et pour qu'on continue à produire de l'acier en France. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin d'agir sur plusieurs leviers. On a besoin d'agir au niveau européen, avec plus de protection commerciale vis-à-vis de l'acier chinois. C'est ce que nous avons obtenu de la Commission européenne il y a déjà quelques semaines, et c'était sur les propositions françaises. Donc moi, je n'accepte pas qu'on dise que rien n'est fait. Aujourd'hui, on a une situation sur l'acier qui est extrêmement difficile, qui réclame à la fois de la protection, à la fois du soutien aux investissements, à la fois des coûts de l'énergie plus compétitifs. Et nous sommes aussi en train de travailler là-dessus en faisant en sorte que EDF produise aux industriels et fournisse aux industriels de l'électricité à bon prix. Il faut actionner plusieurs leviers. Il ne s'agit pas simplement de dire que
en nationalisant, on va tout résoudre. Le patron des députés PS, Boris Vallaud, annonce qu'il va déposer une proposition de loi de, je cite, mise sous tutelle de l'État du site d'Arcelor, jugeant que le sidérurgiste n'a pas respecté ses engagements. Ça, c'est une proposition que vous pourriez soutenir ? Écoutez, moi je regarderai cette proposition et ça permettra de débattre. Simplement dire que l'argent qui a été versé à Arcelor, comme l'argent qui est versé à tous les industriels et à toutes les entreprises de ce pays, cet argent, il est versé en contrepartie d'investissements, de dépenses de recherche et développement pour le crédit impôt recherche. Ça veut dire qu'il y a des contreparties. Donc il ne faut pas laisser dire que l'argent est versé sans contrepartie. Vous évoquiez les salariés. Regardez, il y a un responsable syndical, il s'appelle Gaëtan Lecoq, il est à Dunkerque, il avait une question à vous poser, on l'écoute. Oui, bonjour, ici c'est Gaëtan Lecoq, je suis secrétaire général de la CGT ArcelorMittal Dunkerque, je travaille depuis 13 ans sur le site, je suis la 3e génération de la sidérurgie, j'ai même un grand-père qui est mort dans l'acier, bref. Moi j'ai une question toute simple pour monsieur le ministre. Vous avez déclaré la semaine dernière que vous serez là pour nous accompagner, mais vous savez, nous on ne veut pas d'accompagnement, nous on veut simplement garder notre boulot. Donc moi j'ai une demande à vous faire. Je vous donne le rendez-vous, venez nous voir à Dunkerque, vous inquiétez pas, on va pas vous arracher votre mise, on va être gentil, vous inquiétez pas, on n'est pas des sauvages. Venez nous voir à Dunkerque et puis on va vous expliquer les enjeux si demain ArcelorMittal Dunkerque et s'il n'y a plus d'acier en France, les conséquences que ça aurait sur l'économie industrielle, économique et sociale du pays. Voilà, question recueillie par Bastien Dufault et Milan Arjolas. Vous allez le rencontrer, vous allez les rencontrer, vous allez y aller ? Bien sûr que je vais aller à Dunkerque. Je vais aller à Dunkerque quand on aura trouvé des solutions et je suis en train aujourd'hui, avec mes équipes, de les construire. Et bien justement, quand on aura la capacité à annoncer des perspectives. Ce dont ont besoin les salariés d'Arcelor, c'est des perspectives sur le maintien de leurs emplois, sur le fait que les sites ne vont pas fermer. Et pour ça, il faut des annonces, il faut que Arcelor concrétise ses projets d'investissement, en particulier dans la décarbonation. C'est ça ce sur quoi nous sommes en train de travailler. C'est ça ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Vous savez, pour obtenir ce genre d'annonce, il faut faire en sorte que les choses bougent, y compris au niveau européen. Et ça ne se fait pas en 3 jours. Il faut que la Commission européenne prenne des mesures extrêmement fortes pour éviter les importations d'acier chinois qui aujourd'hui font qu'Arcelor a suspendu un certain nombre d'investissements. Si on arrive à lutter et faire en sorte que Arcelor lutte à armes égales, comme tous nos industriels, avec les Chinois, avec ceux qui pratiquent une concurrence déloyale, parce que l'acier chinois, il est massivement subventionné par l'État chinois. Si on arrive à faire en sorte que nos industriels luttent à armes égales, en taxant, en limitant les importations, alors les investissements se feront. Alors il y a un avenir pour la sidérurgie en France et en particulier à Dunkerque. Quand j'irai voir les salariés, c'est ça dont on discutera. Ça sera quand ? Mais écoutez, je viens de vous dire que j'irai quand il y aura des choses à annoncer. Pour l'instant, il n'y a rien à annoncer. Aujourd'hui, la discussion a lieu. J'ai pris langue avec la direction d'Arcelor. Je vais rencontrer le commissaire Stéphane Séjourné justement pour avancer sur les enjeux européens parce que tout ne se joue pas en France. Et ensuite, j'irai rendre compte aux organisations syndicales et aux élus locaux qui sont très impliqués, le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, le président de la région, Xavier Bertrand, parce que tout ça, c'est un travail collectif. Il n'y a pas que l'État qui est à la manœuvre. Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Tout de suite, c'est le débat du jour. Ils sont en train de me rejoindre à nouveau en plateau. Ils sont avec nous. Manon Aubry, députée européenne, La France Insoumise. Pascal Perrineau, merci d'être avec nous ce soir. Politologue, professeur des universités à Sciences Po, spécialiste notamment de l'extrême droite. Et puis Nicolas Barré, directeur de la rédaction de Politico. Vous avez entendu il y a quelques instants, je disais, en cette journée du 1er mai, ce combat des salariés d'ArcelorMittal qui est devenu emblématique de ce 1er mai. On a entendu le ministre, pour l'instant, de l'Industrie qui explique qu'il ira les voir, que quand il aura des annonces et que pour l'instant, il ne semble pas avoir de garantie d'engagement de la part d'Arcelor. Vous savez, le dossier de la sidérurgie ne date pas d'aujourd'hui. C'est un dossier qui travaille la vie politique française depuis les années 80. Et c'est un dossier dans lequel il y a des acteurs publics, certes, mais il y a des acteurs privés, à commencer par l'entreprise ArcelorMittal. Et d'autre part, comme le faisait ressentir le ministre à l'instant, il y a des acteurs pluriels. Il y a des acteurs municipaux, il y a des acteurs locaux, il y a l'acteur régional, il y a l'acteur privé, il y a bien sûr les syndicats, les salariés, représentants des salariés, et il y a l'État. Et la solution du tout État n'a pas jusqu'à maintenant fait ses preuves. Donc il faut, et ça demande un certain temps, innover avec plusieurs partenaires et ne pas se contenter, j'allais dire, de slogans, de solutions trop faciles, qui consistera à dire, voilà, on nationalise et il n'y a plus de problème. Hein. Vous voyez bien que l'État, aujourd'hui, et en particulier la puissance publique, n'est pas dans un état financier qui lui permet facilement
de jouer le rôle qu'elle pouvait jouer. Par exemple, dans les années 80, et souvenons-nous, les nationalisations des années 80 n'ont pas laissé un souvenir inoubliable. Manon Aubry, vous avez entendu le ministre, pas de nationalisation, c'est pourtant ce qu'a réclamé aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. J'ai écouté attentivement le ministre Marc Ferracci et je pense qu'on peut lui donner un nouveau titre. Je pense qu'il est le ministre de la désindustrialisation parce qu'il vient quand même à votre antenne après une forte mobilisation des salariés d'ArcelorMittal dont l'avenir est menacé. Je veux dire, c'est 650 familles qu'on jette à la rue et le ministre vient. Il dit qu'il faut des solutions concrètes, mais n'en propose absolument aucune. Il dit aussi qu'il ira peut-être à un moment, mais que d'abord il aura réfléchi à quelle piste il propose sans en discuter avec les salariés, puisqu'il aurait pu aussi se rendre pour rencontrer les salariés, les syndicats, et trouver ensemble un chemin. Et ce chemin, je vais vous le dire, on va pas y aller par 4 chemins. Vous avez une entreprise, ArcelorMittal, qui a fait des bénéfices records, plus d'1 milliard d'euros, qui a versé plus de 300 millions de dividendes à ses actionnaires, qui a touché 300 millions d'euros d'aide de l'État, et ils peuvent continuer à licencier tout en faisant des bénéfices et à toucher de l'argent de l'État. Ça veut dire que nos impôts servent à une entreprise et ça va directement dans la poche des actionnaires et derrière ils licencient. Donc première chose à faire, interdire aux entreprises de licencier lorsqu'elles versent des dividendes à leurs actionnaires. Si elles veulent verser des dividendes à leurs actionnaires, c'est qu'alors elles ont les moyens de sauver l'emploi. Et deuxième chose à faire, sur la nationalisation. Il a dit, monsieur le ministre, a raison, que l'acier est un secteur stratégique et dans le même temps, et vous l'avez repris à ce sujet, et vous avez eu raison, dans le même temps que finalement, on peut abandonner ce secteur. Mais l'acier, c'est peut-être pas concret pour les gens, mais il y en a dans absolument tout. Il y en a dans, je sais pas, vos lunettes, tiens, puisque je vous vois en face. Il y en a dans des appareils électroniques, il y en a dans énormément de choses. Et le Royaume-Uni a décidé, et je termine là-dessus, le Royaume-Uni a décidé de nationaliser ses hauts fourneaux. Je veux dire, c'est pas un gouvernement insoumis. Ils ont fait passer une loi exceptionnelle, effectivement, pour tenter de le faire et remettre la main sur 2 hauts fourneaux. On voit ces images de manifestation qui est en train de se terminer dans le Cannes, place de la Nation. 157 000 personnes en France, selon le ministère de l'Intérieur, qui vient de communiquer son chiffre, dont 32 000 à Paris, 157 000 personnes en France, selon le ministère de l'Intérieur. C'est en hausse par rapport à 2024. Quel bilan des collaborés pour ce 1er mai, à vos yeux? Le bilan, il est forcément terni par les incidents qu'il y a eu. Après, si on regarde uniquement le nombre de manifestations, de manifestants, pardon, on est dans un étiage à peu près classique. On peut remarquer néanmoins qu'il n'y a pas d'unité des syndicats, puisque le premier syndicat de France, la CFDT et l'UNSA d'ailleurs, ont plutôt décidé d'organiser des réunions publiques. Et au fond, le 1er mai, il y a un peu 2 partitions qui se jouent. Vous avez une partition assez classique, c'est ce qu'a choisi la CFDT, de faire des réunions publiques et de parler de sujets de fond, de retraite, de conditions de travail, du marché du travail. Et puis vous avez d'autres syndicats qui ont choisi une autre partition, classique aussi, mais disons plus festive, qui était la manifestation. Mais entre les deux, on sent que c'est difficile d'avoir un front syndical uni. Et là, encore une fois, cette année, ça a été la démonstration de cela. Quelle peut être la réponse de l'État face justement à l'annonce de suppression de postes, on le disait, d'ArcelorMittal à Dunkerque et dans le reste de la France, 600 postes. C'est devenu un peu l'image et le symbole de ce 1er mai. Que peut faire le gouvernement? En réalité, il faut voir qu'on est dans une crise mondiale phénoménale sur l'acier et que, en fait, en Europe, on se bat face à des entreprises chinoises nationalisées, qui déversent des quantités absolument faramineuses d'acier dans le monde parce que l'économie chinoise a moins besoin d'acier, donc ils sont en surproduction. D'ailleurs, en ce moment, il y a plusieurs sociétés chinoises d'acierie qui licencient des dizaines de milliers de travailleurs chinois parce que, justement, il y a cette crise. Donc on se retrouve avec cet acier qui arrive. En Europe, on avait pris des mesures de sauvegarde en 2018. 2018. Mais depuis, le marché a chuté de 20%. Ces mesures de sauvegarde n'ont pas été actualisées. On est en train de le faire. On nous annonce une actualisation pour le 3e trimestre. Donc, vous imaginez le temps que tout ça prend. On aurait dû réagir de façon beaucoup plus ferme, beaucoup plus vigoureuse. Mais il ne faut pas mentir aux gens non plus. Quand on est face à une crise aussi violente, avec une chute de la production, une chute de la demande d'acier à ce point,
il y a un moment où, effectivement, c'est l'ensemble du secteur qui se retrouve en difficulté. Pascal Perrineau, est-ce que ArcelorMittal à Dunkerque, à Florange également en Moselle, ça peut devenir les débuts d'un mouvement social que peut redouter le gouvernement, où vous avez le sentiment qu'il n'y a pas là tous les ingrédients? Je ne crois pas qu'on est à l'aube d'un mouvement social qui deviendrait le premier signal d'un assaut contre le gouvernement. Si vous voulez, quand vous regardez les effectifs qui viennent d'être publiés... 157 000 manifestants en France selon le... On ne peut pas ministère de parler l'Intérieur. d'une mobilisation exceptionnelle, c'est une mobilisation correcte par rapport à ce qui se passe d'habitude, mais 157 000, je veux dire. Nous sommes loin des très grandes mobilisations sociales qui ont pu avoir lieu jadis en France. Deuxième remarque, le mouvement syndical, comme les partis de gauche qui veulent parler au nom de ces salariés en difficulté, ont fait avant tout la preuve de leur division. Hein, c'est tout de même un 1er mai, on est habitué dans le mouvement syndical depuis assez longtemps, un 1er mai de division. On dit toujours le 1er mai, c'est l'unité syndicale, on met sous le boisseau ces divisions pour se rassembler. Vous parlez, le spectacle donné est celui de la division syndicale, mais c'est ajouté cette fois-ci, lors de ce 1er mai, le spectacle de la division politique. C'est-à-dire l'union de la gauche, bon, ça n'existe pas. Le fameux nouveau front populaire, il existe dans les fantasmes, certainement de certains. Il peut réapparaître pour des raisons purement électorales dans des seconds tours d'élections législatives, par exemple, mais il n'a aucune réalité. Et même cette division commence, ça a commencé il y a plusieurs mois, commence à prendre l'allure de règlement de compte, commence à prendre l'allure de haine. Parce que quand des militants de gauche, par exemple plutôt de la France Insoumise, se mettent à insulter dans une réunion qui est une réunion sur le pavé parisien, les militants du PS, ça veut dire si demandez aux socialistes. À quel moment ai-je insulté? Attendez, on va pas refaire le débat tout à l'heure, désolé. Merci beaucoup Pascal Perrineau. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir été nos invités pour décrypter ce 1er mai. Vous restez bien sûr sur BFM TV. Tout de suite, c'est le 20h BFM avec Maxime Switek.